difficultés d'apprentissage. Donc ce que j'ai compris par rapport à... Ah, vous m'entendez pas, c'est ça? Faut que je parle plus fort? Ok, c'est mieux là? Bon, ça marche. Déjà, je m'assois parce que si je reste debout, vous n'allez pas m'entendre du tout. Alors, les difficultés d'apprentissage, elles touchent différents domaines. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont parlé de haut potentiel, qui m'ont parlé de troubles de concentration, qui m'ont parlé de dyslexie, qui m'ont parlé de voilà, tout ce qu'on peut comprendre et entendre par trouble de l'apprentissage. Donc, je vais vous donner ma version à moi. Donc, moi, je suis dans une vie lointaine. Je fus enseignante. Métier que j'ai quitté parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Mais en revanche, j'ai jamais perdu mon souhait, ma volonté d'enseigner. Et puis, il y a une dizaine d'années environ, j'ai croisé le chemin de plusieurs petits enfants dont les parents ne comprenaient pas pourquoi leurs compétences en lecture et en écriture en français ne correspondaient pas à celles qu'on attendait d'eux. Et à l'époque, je ne faisais pas du tout un métier qui était en lien avec ça, mais comme ça me passionnait, j'ai décidé de me pencher sur la question. Puis j'ai un peu gratté en me posant des questions du pourquoi. Puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de me demander pourquoi. Je me suis dit, bon, ce qui est important, c'est comment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider concrètement? Et donc, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, j'ai gratté un peu, puis j'ai trouvé des formules, des systèmes, des petites méthodes, des petits jeux, etc. Puis ça a bien marché. Et j'ai continué le cours de ma vie, et puis il y a quelques années en arrière, j'ai changé de vie. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant. Et je me suis vraiment penchée cette fois-ci sur la question. En fait, juste pour résumer, j'ai déménagé, je vivais à l'étranger et je suis revenue en France. Et là, j'ai découvert un univers dans le milieu de l'enseignement de tous ces enfants qui étaient mis avec des étiquettes. Et j'avoue que je suis tombée de très très haut parce que de là où je vivais, on ne parlait pas de tout ça. Donc, et puis c'est pareil, je me suis dit, tiens, j'avais fait des trucs là il y a quelques années en arrière, peut-être que ça pourrait servir. Et puis j'ai commencé à gratter, puis j'ai tellement gratté qu'au final j'ai monté une méthode pour redonner les bases des apprentissages. Parce que pour moi, les difficultés d'apprentissage, quels qu'ils soient, forcément il y a un problème au niveau de la langue maternelle. L'enfant n'a pas acquis les bases de la compétence de sa propre langue. Et à partir de là, en découle beaucoup de choses. Donc il peut être effectivement 10, au potentiel, des troubles de la concentration. Ok, pourquoi pas. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider concrètement? Parce qu'il a vraiment besoin de se restructurer lui-même par rapport à sa langue maternelle. Donc au début, ma méthode, elle était très basée sur la lecture, l'écriture, l'orthographe, etc. Puis rapidement, j'ai rencontré des enfants qui venaient avec des difficultés vers lesquelles j'ai cherché de nouvelles solutions parce que je trouvais que ça ne suffisait pas. Et donc je suis rentrée dans l'univers, par exemple, du brain gym et des réflexes, merveilleux monde des réflexes archaïques. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que les réflexes archaïques? Ah, derrière moi. Ok. Une personne? Waouh. Ah, quand même. Merci. Vous m'avez fait peur. Je dis, c'est pas possible. Ok, les réflexes archaïques, c'est des réflexes qu'on a, qui sont des réflexes du nourrisson et qui apparaissent depuis la conception. La conception. Le spermatozoïde, l'ovule, il se déplace pour... donc le mouvement, en fait. Et ces réflexes, normalement, ils ont un schème d'intégration. Donc entre l'émergence et puis l'intégration, il se passe un certain temps. Alors pour vous donner un exemple, vous avez votre bébé, quand vous mettez le doigt dans la main, clac. Au début, il serre la main. Réflexe d'agrippement, grasping. Bon, pour citer celui-là, parce que c'est le plus facile à expliquer. Et puis au bout d'un moment, il ne va plus avoir ce réflexe-là. Il va comprendre c'est-à-dire qu'il va y avoir un acte conscient. Il va conscientiser son geste et du coup, il va pouvoir être capable même de jeter. Vous savez, c'est la période où... très enquiquinante, tous les enfants, ils passent leur temps à vous ramasser, ils jettent, voilà, c'est ça. Et là, il aura intégré son réflexe. Donc là, tout se passe bien. Puis parfois, on a des enfants qui arrivent et qui ont des gros problèmes d'écriture. Et parfois, c'est parce que le réflexe d'agrippement, merci beaucoup,
mon chevalier serrant. Le réflexe d'agrippement est toujours persistant, est toujours présent, et ils vont avoir donc tendance à s'agripper sur leur crayon. Alors c'est pas forcément comme ça, hein. Il y a différentes positions du crayon qui peuvent justifier un réflexe d'agrippement. Forcément, ça, c'est pas facile, hein. Quand on est très tendu pour écrire, c'est pas évident. Puis alors aussi, vous avez, moi je me suis assise parce que je suis beaucoup dans le mouvement, donc il y a pas mal d'enfants aussi qui essaient d'écrire un peu comme ça. Ça vous parle, non? Vous avez déjà vu? Ouais. Alors il y en a d'autres, c'est plutôt comme ça. Ils vont contrôler leur corps, hein, parce sinon ils sont tout le temps en mouvement, puis on leur dit mais non mais arrête de bouger, t'es hyperactif. Oui maman, alors, ils s'accrochent. Mais non mais tiens-toi droit, mais je peux pas. Et puis alors quand j'écris, je suis obligée d'être tournée comme ça. Bon bref, je vous fais. Il y a une super Paul Landon, qui est une des personnes qui travaille beaucoup sur les réflexes. Elle fait des vidéos absolument magnifiques, très très drôles. Je vous invite à aller regarder sur son site, donc Paul Landon. Où il explique très très bien tous ces réflexes. Donc tout ça pour dire que dans les compétences d'apprentissage, l'intégration des réflexes est essentielle. Alors, il n'y a pas que les enfants, hein, parce qu'il y a une maman qui m'a demandé « Moi, je peux travailler aussi sur mes réflexes ?» J'ai dit « Oui, jusqu'à 99 ans, même plus loin, on peut travailler sur ces réflexes parce que ça peut toujours être utile dans notre vie. » Donc, j'ai intégré ça à ma méthode. Je suis allée voir, je me suis renseignée, je me suis formée, je suis allée jusqu'au bout pour voir ce que c'était, etc. Je me suis dit « Ok, ça c'est bien, je prends. » Mais qu'est-ce que je peux garder? Parce qu'en fait, je ne fais pas tous les réflexes et je ne travaille pas sur l'intégration de tous les réflexes, hein, sur les enfants en stage. Et donc, j'ai pris ce qui m'intéressait. Et puis ensuite, je me suis quand même dit, tous ces enfants, ils ont des difficultés d'apprentissage. Je me dis non, surtout, ils ne sont pas bien. Hein. Je suis nulle, j'y arriverai jamais. De toute façon, moi, je suis dyslexique, donc c'est pas possible, etc., etc. Donc, quand même, lourd, hein. Et à 8 ans, se dire qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais, oh, mais on a oublié que nous aussi, on a été des enfants. C'est, enfin, je sais pas, moi, ça me faisait vraiment mal, quoi. Donc, il y a une partie aussi vraiment de pédagogie positive. C'est une philosophie, la pédagogie positive. C'est pas juste une technique. C'est quelque chose qu'on vibre. Et puis, l'écoute bienveillante. Donc, quand j'enseigne à des enfants, je suis jamais dans un enseignement descendant. Ascendant, pardon. Non, descendant, excusez-moi, je suis perturbée. Donc oui, descendant. C'est-à-dire que je ne me positionne jamais en tout savoir. Pour moi, les enfants, quand je travaille avec eux, c'est des êtres merveilleux qui m'apportent bien plus que je ne leur apporte moi. Et c'est en les écoutant que j'arrive à les aider et à les accompagner pour aller vers un mieux-être. Non seulement au niveau de leurs compétences d'apprentissage, mais au niveau de leur construction personnelle. C'est pas seulement apprendre à lire et à écrire. C'est que savoir sa propre langue maternelle, c'est se construire soi-même. C'est être capable de communiquer avec les autres. Moi, j'ai jamais autant écrit qu'en 2017. Entre les mails, les SMS, ce que je peux écrire encore manuellement, mon ordinateur, etc. On n'a jamais autant écrit et autant mal écrit. Et on a des enfants, plus ça va, et moins ils savent écrire. J'ai fait un petit prospectus et une des phrases, c'est « Un enfant sur 4 rentre en 6e sans savoir lire ». C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'éducation nationale. 25% des enfants rentrent en 6e et ils ne savent pas lire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils savent déchiffrer. Hein. Pas, bas, da, oui, ils peuvent lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de compréhension de lecture. Alors, sur des choses très très basiques, oui, mais pas en profondeur. Donc quand on parle de compréhension intrinsèque ou profonde, c'est super dur. Et le problème, c'est que ça va toucher toutes les matières, tous les cours. Donc les mathématiques, donc ils deviennent nuls en maths, parce qu'ils ne comprennent pas les consignes. Les cours d'histoire géo, les cours de sciences, etc. Tout devient un problème. Et ils cumulent. Alors moi, j'ai rien contre l'éducation nationale, hein, par principe. Hein. Je me suis juste interrogée, je me suis juste dit, et j'ai juste discuté avec des parents, et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, parce qu'on avait des enfants qui sortaient du CP, du CE1, on les diagnostiquait, on disait aux parents, ça va pas. Donc les parents faisaient ce qu'ils pouvaient, ils allaient vers les professionnels, donc des super orthophonistes, des super ergothérapeutes, des gens qui essayaient de faire quelque chose pour ces enfants-là. Mais en réalité,
je pense que, c'est mon point de vue, hein, après j'écouterai vos remarques et vos questions, ces professionnels-là ne sont pas forcément préparés pour accompagner ces enfants-là. Ou du moins, la structure qu'ils ont n'est pas préparée pour. Et du coup, on se retrouve avec des enfants en souffrance, des parents en souffrance, des professeurs en souffrance, parce qu'ils n'en peuvent plus. On discutait tout à l'heure avec, je ne sais pas si elle est là, mais avec une institutrice qui avait plein d'enfants qui étaient en difficulté et elle ne savait pas comment gérer la situation, parce qu'elle n'a pas les outils pour. Donc, j'ai dit, OK, tous les outils que j'ai, là, je les mets en place et je crée quelque chose. Donc, je l'ai mis en pratique, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Et je me suis dit, de toute façon, avant de vendre un produit, encore faut-il le tester soi-même. Donc, j'ai testé un bon nombre de fois. Hein. Et puis, j'ai vu que ça marchait bien, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les enfants. Les enfants, ils partaient du stage et ils étaient heureux, ils avaient changé de comportement, ils avaient changé d'attitude, ils se tenaient mieux, ils avaient moins de problèmes au niveau de la graphie, ils avaient une compréhension de la phrase, ils étaient capables d'écrire 3 phrases sans faire 15 fautes à 3 mots. Et les parents étaient beaucoup plus sereins, très étonnés aussi du changement de comportement de leurs enfants. Alors, j'ai pas de baguette magique, hein. J'applique juste des principes et des petites choses et du jeu, c'est ludique, on s'amuse, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je suis toujours une grande enfant et j'adore jouer. Hein. Et alors, quand on me fait un cours magistral, ça me saoule. D'ailleurs, je suis déjà en train de vous saouler, là. On va faire un petit cours de brain gym, tiens, ça va faire du bien. Bref, donc voilà, les enfants, ils ont besoin d'apprendre par le jeu. Donc, ma méthode, elle est ludique. On joue beaucoup. Je raconte une histoire. Il n'y a pas de grammaire chez moi. Hein. L'orthographe, c'est un mot que j'utilise comme ça avec vous. Hein. Mais avec eux, ça n'existe pas. Hein. Avec les tout petits, bon après avec un petit peu plus grand, je parle pas de grammaire, je parle plus d'orthographe, mais et les mots c'est des acteurs dans une phrase. Donc on s'amuse, on fabrique, on construit. L'enfant il expérimente, il va jusqu'au bout, il teste, il se rend compte lui-même qu'il y arrive. Il n'a pas besoin de moi pour y arriver, il est capable d'y arriver tout seul. Et ça, c'est ce qui crée le changement. Et en créant ce changement-là, en améliorant, alors je vais avoir besoin de mes 2 mains, je sais pas comment je fais. La lecture et l'écriture, excusez-moi, en plus c'est filmé, je vais me prendre pour une débile. La lecture et l'écriture, c'est deux blocs qui marchent ensemble. Ça ne peut pas être dissocié. C'est-à-dire que moi, je connais personne qui lise super bien, en comprenant ce qu'il lit, hein, et qui écrive super bien. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et puis l'inverse, c'est valable aussi. C'est rare, c'est rarissime. J'ai jamais dit que la lecture, ça va améliorer l'orthographe. Hein. Attention, hein, je dis pas ça. Ça, c'est pas vrai. La lecture, ça améliore la compréhension, le vocabulaire, la connaissance, etc. Mais ça améliore pas l'orthographe. Bref, donc je finis. Je me suis un peu égarée, excusez-moi. Donc j'ai mis tous ces éléments bout à bout et j'en ai créé une méthode. Après l'avoir pratiqué, utilisé, vérifié, confirmé que ça marchait dans plein de situations avec des enfants d'âge bien différents, avec des TDA sous Ritaline, des TDA pas de Ritaline, des dyslexiques, des dyspraxiques, je sais pas, j'en passe et des meilleurs. Eh ben, ça marche. Donc je me suis dit, waouh, génial. Maintenant, je ne peux pas me diviser en 24. Je ne peux pas répondre à toute la demande. Et puis en plus, c'est pas juste. Parce que moi, j'ai ça, là, c'est super, il faut que je le transmette. Donc maintenant, je voudrais bien, enfin si vous voulez, quoi, s'il y en a que ça intéresse, ben, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui fassent la même chose que moi. Parce que ça marche. Et puis, je ne voudrais pas seulement transmettre la méthode en disant, voilà, comme ça, je vous donne un truc, vous achetez un bouquin. Non, ce que je veux, c'est créer un réseau. Un réseau de professionnels qui bossent ensemble, qui échangent, qui disent bah moi je suis ergothérapeute, puis en fait votre truc ça m'intéresse et puis je vais faire ça en plus et puis moi je vais vous apporter ça et puis voilà, ça me plaît. Moi j'aime travailler en réseau, j'aime partager, j'aime communiquer. Et donc voilà, ma méthode elle s'appelle la tricalogie. Alors c'est pas la tricologie. J'aime bien le tricot mais non c'est pas ça. Tricalogie, alors j'ai mis un peu de temps pour trouver le nom. C'est sorti un peu de la cuisse de Jupiter. Donc tri pour 3, K pour mouvement et logie pour l'étude. Parce que pour moi, un enfant, on doit le regarder sous 3 axes. Le cœur, le corps et le cerveau, bien évidemment. Et quand on fonctionne dans cet axe-là et qu'on voit tout ensemble et qu'on fait tout marcher comme un engrenage, eh ben ça y est, ça marche. Puis n'oubliez pas qu'à un moment donné, vous aussi, vous avez été des enfants. Hein. C'est bien aussi de le rappeler. Enfin, de se le rappeler. Je trouve qu'on oublie un peu. Parce qu'on regarde nos enfants, puis ouais, il a plein de problèmes et tout. Mais en fait, il a plein de capacités. Ah cool, ouais, super. Voilà, c'est ça. Être un enfant. Merci.
Alors j'ai certainement oublié plein de choses. Alors juste, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ils m'ont posé des questions concrètes de en quoi consistait la méthode. Donc je vous dis ça, puis après je vous passe le micro et s'il vous plaît, posez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Donc la méthode, je pense que pour créer une remédiation, c'est-à-dire pour faire un changement, pour créer quelque chose de nouveau, il faut faire un stage intensif. C'est-à-dire que pour moi, une séance hebdomadaire d'une demi-heure, je te vois, et puis on fait un truc, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça ne s'imprime pas. Parce que quand on apprend, un bébé, il peut passer des heures à balancer son jouet. N'est-ce pas, maman ? Et ben voilà, il a besoin de tester, de tester, de tester. Donc du coup, c'est pareil. En 1 heure, on peut pas. Puis quand un enfant, il a passé 8 heures à l'école, je vois pas bien comment on peut lui faire une séance Enfin moi, hein, je parle, hein, je parle pas des autres professions, hein, mais c'est difficile de rajouter en plus des connaissances après 8 heures d'école. Donc ce sont des stages. Voilà, je travaille en stage intensif. Des stages pour les enfants qui sont en vraie difficulté de lecture et d'écriture, c'est 10 jours de stage, 3 heures par jour. Non, prenez pas peur. Hein. Je vous jure, ils ont envie de revenir le 2e jour. Puis le 3e aussi. Même qu'il reste les 10. C'est certainement qu'en fait, eux, ils trouvent ça plutôt pas mal parce que sinon, ils ne reviendraient pas. Hein. Parce que moi, je les force pas. Hein. S'ils veulent pas revenir, ils ne reviennent pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc 10 jours, 3 heures par jour, 30 heures de stage. Et au bout des 30 heures, les parents participent à une demi-journée minimum pour avoir une idée de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de comment ça fonctionne, parce que c'est pas juste je fais un truc avec votre enfant puis après vous repartez chez vous. Bah non, parce que il a appris plein de choses, maintenant il sait faire différemment, il faut qu'il continue. Donc plus ils sont jeunes, plus c'est facile. Enfin jeunes, quand je parle de jeunes, je parle de CE1 jusqu'au CM2, parce que dès qu'ils rentrent au collège, bah, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de matières, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même possible. Et puis pendant ces 3 heures, c'est des séances. Donc moi, quand je forme, je donne tout un déroulé. C'est-à-dire que vous avez un déroulé pour chaque jour de séance. Et ce sont des déroulés avec des concepts très très concrets. Hein. Bah ouais, parce que bon, verbe avoir, j'ai pas inventé l'orthographe. Hein. C'est pas moi qui suis à l'origine de la langue française. Donc le verbe avoir, faut l'apprendre. Hein. Mais bon, il y a peut-être des façons sympas de l'apprendre. Et puis, il faut le reconnaître aussi, à vos souhaits. Donc, par exemple, voilà, on va apprendre un concept. Et puis, on va faire des exercices dessus. Mais des exemples, qui ne sont pas vraiment des exercices pas drôles. Hein. C'est plutôt des exemples. Alors, pour vous donner un exemple, je sais pas moi, la souris mange le chat. C'est vachement plus drôle que quand même que... Non, ça vous a pas fait rire? Non, c'est pas... C'était pour voir si vous suiviez. Ça y est, je vous ai perdu. Ok. Excusez-moi, je vais boire un coup. Et puis, une fois qu'on a fait le concept, une fois qu'on a fait les exercices, une fois qu'on a expérimenté, une fois qu'il a testé, une fois qu'il a vu qu'il était capable de refaire quelque chose et qu'il l'avait compris, mais qu'il l'avait pas compris pas comme un cours, mais comme quelque chose voilà, comme une histoire, eh ben on fait d'autres choses. On va travailler sur le corps. On va faire des exercices pour réintégrer ce fameux réflexe qui fait qu'il est assis comme ça. Et puis, on va aussi, par exemple, faire du brain gym. Ou faire des jeux qui sont ludiques. Alors, il y a des jeux que j'ai créés, puis il y a des jeux que j'invite les gens à créer, parce que c'est bien de créer aussi son propre matériel. J'impose pas. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et donc, bon, au revoir. Pas plaire. Non, je plaisante. Bref, voilà. Donc, vous avez un déroulé de séance. Chaque séance a un concept à apprendre. Et on va dire qu'on sait d'où on démarre, mais on ne sait jamais d'où on finit parce qu'on travaille avec l'humain. Et que les enfants, c'est comme les adultes, hein, ils ont aussi des limitations, mais ils ont aussi beaucoup de compétences. Donc, moi, j'essaye juste de les regarder avec tout leur potentiel et pas avec toutes leurs difficultés. Donc, si vous êtes parent dans la salle et que vous avez un enfant en difficulté, surtout s'il est en bonne santé, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà. J'ai plus rien à dire. Je veux bien répondre à vos questions. Merci beaucoup. Faut l'allumer. Faut que vous appuyez sur le bouton, il est éteint. J'ai toujours pas compris.
Ah, merde. Est-ce que vous pourriez Pardon. donner un exemple super concret d'une journée de stage et de ce que vous y faites et comment vous... Si c'est sur l'écriture ou... Oui, alors par exemple, je ne vais pas prendre la première journée parce que la première journée elle est toujours un peu particulière, même si on est déjà dans l'enseignement. En fait, une journée, une matinée ou une demi-journée, c'est 3 heures. Hein, maximum, hein, c'est pas sur une journée complète. Hein. Donc on va déjà, moi on va dire que pendant 15-20 minutes, on fait un état des lieux. Donc on va parler de ce qu'on a fait la veille, de comment l'enfant se sent. On peut même utiliser une roue des émotions si on a envie. Comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que tu te sens en forme. On va vérifier ce qu'il a bu, s'il a bu, pour se mettre en place. On peut faire des exercices de brain gym pour démarrer la séance. C'est pas qu'on peut, c'est on fait des exercices de brain gym pour démarrer la séance, par exemple. Et puis ah, super, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le brain gym. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, le brain gym, par exemple, bon, je me lève, tant pis, c'est pas grave. Le brain gym, c'est des mouvements, on va faire des mouvements rythmés, des mouvements croisés, par exemple. Taper devant, comme ça, taper derrière. Et c'est des mouvements, en fait, qui ont été mis en place par un Américain. Donc, brain gym, c'est gym du cerveau. Et ça crée un lien entre les deux hémisphères. Bon, il y a des gens qui parleront certainement vachement mieux du brain gym que moi. Moi, j'utilise les exercices, je trouve ça génial. Quand je les fais régulièrement, je me sens tout de suite vachement mieux. Et voilà, donc c'est des exercices qui permettent vraiment d'améliorer les compétences de concentration, d'attention. Donc pour les gens qui sont là pour des difficultés, par exemple, de concentration, j'en parlerai juste 30 secondes en disant attention à ne pas confondre problème de concentration et problème d'intérêt. C'est-à-dire qu'un enfant qui est capable de rester 10 minutes à faire un jeu, hein, tranquille dans un coin, il n'a pas de problème de concentration. Par contre, s'il n'est pas capable de rester assis pour faire ses devoirs pendant 10 minutes ou 20 minutes, c'est d'abord peut-être d'une parce que c'est trop long, puis peut-être deux, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Donc, enfin, c'est une petite nuance, hein, mais j'entends beaucoup, oui, mon enfant, il a des problèmes de concentration. Et puis quand je gratte un peu, je dis, je ne suis pas sûre. Mais bon, après, c'est du cas par cas. Mais voilà, c'est un point de vue, hein, c'est très personnel. Ce que je dis, ça m'appartient. Hein, mais voilà, vous avez le droit d'adhérer ou pas adhérer. Donc, je finis. Donc, on va faire un état des lieux, on va faire du brain gym, on va présenter un concept de grammaire. Sauf que je ne vais pas l'appeler grammaire. Hein. Et donc, moi, ma méthode, elle est basée sur une histoire. Donc, on rentre dans un château et on visite le château et on rencontre des personnages. Et ces personnages, ils vont intervenir dans la phrase. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, plus ça va. Je suis si ennuyeuse que ça. Madame baillait fortement. Au fur et à mesure, pardon, hein, je suis un peu HP, donc je pars un peu dans tous les sens. Pour ceux qui ne savent pas, HP, c'est haut potentiel, pas hôpital psychiatrique. Hein. Pardon, je suis désolée. Donc, on va partir sur ce concept, on va le mettre en place, et puis du coup, on va créer des exercices. J'appelle des exercices ici des adultes. Je n'appelle pas ça des exercices, on fait des exemples. Hein. Et ensuite, on va après travailler sur d'autres choses. Donc sur le corps, je vais travailler sur les réflexes. Quand j'enseigne, quand je donne la formation aux adultes pour qu'ils fassent la même chose que moi, je leur montre des mouvements simples. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de faire une formation spécifique sur les réflexes, c'est pas la peine. Si ça vous intéresse, allez-y, c'est génial. Mais c'est pas nécessaire. Par contre, avoir des mouvements de base que vous allez pouvoir utiliser avec l'enfant, des jeux avec des sacs de grains, avec des balles, etc., qui vont travailler ses compétences d'apprentissage, ça c'est génial. Et l'enfant, il est dans le jeu. Donc lui, il n'a pas du tout l'impression de travailler, et vous non plus d'ailleurs, hein. Ça c'est du bonheur en bas. Hein. Et donc on va travailler là-dessus, on va aussi effectivement être vraiment présent, écouter, c'est-à-dire que l'écoute bienveillante, la pédagogie positive, c'est à chaque moment de la matinée ou du temps que vous passez avec l'enfant. Parce que vous écoutez ce qu'il vous dit. Moi j'ai des enfants, ils me disent j'ai pas compris. Waouh, c'est génial, merci. C'est trop fort. Tu me donnes l'opportunité de te l'expliquer différemment. Non, ça vous paraît pas... C'est difficile, non? C'est difficile? Ah, non, j'ai pas compris. Ouais, c'est génial, mais c'est super. Et puis quand un enfant me pose une question, je ne prétends pas tout savoir, hein, je vous ai dit, hein, pas de pédagogie ascendante. On est... je vais y arriver, descendante. Je
Je suis un peu fatiguée. On est égal à égal avec l'enfant. C'est génial. On travaille en one-to-one. Il n'y a qu'un enfant. Donc on peut s'adapter à ses besoins. Alors si c'est un enfant qui a des problèmes d'attention, c'est pas grave. Alors chez moi, il n'y a pas de bureau. Hein. Enfin, il y a un bureau, mais on n'est jamais assis derrière. Hein. Il y a des tabourets qui tournent, il y a des chaises qui tournent, il y a des galettes d'équilibre, on a le droit d'être assis par terre. Voilà, je veux dire, on bouge, quoi. L'important, c'est d'apprendre. S'il veut être assis par terre pour apprendre parce que c'est mieux pour lui, pour moi, ça ne me pose pas de problème. J'en ai qu'un. Je ne suis pas un site dans une classe de 30. Hein. Je suis là pour faire une remédiation. Je suis là pour redonner les bases de l'apprentissage. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui l'intéresse lui. Et c'est pour ça que les parents me l'ont amené. Ça répond un peu plus à votre question ou pas? C'est plus clair? Les bases de l'apprentissage sont en lien avec les réflexes archaïques, c'est ça votre question? Oui, j'entends, mais j'essaie de faire remonter la question jusqu'à mon cerveau. Alors, les bases de l'apprentissage, pour moi, c'est les compétences de base de la langue française, c'est-à-dire lecture, écriture. C'est ça. Tant qu'on n'a pas ça, on peut difficilement aller faire des exercices de maths ou apprendre une leçon. C'est-à-dire que si on ne sait pas lire et qu'on doit apprendre une poésie, si maman nous la lit 4 fois, on va peut-être réussir à l'apprendre, mais ça serait quand même pas mal qu'on sache la lire tout seul et qu'on la comprenne surtout. Ouais. Alors les réflexes archaïques sont en lien effectivement avec les compétences d'apprentissage. Parce qu'il y a des réflexes qui sont... pour vous donner un exemple, j'ai donné l'exemple de l'agrippement, mais par exemple le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe où... ça va vous parler. Donc il y a des gens qui, quand ils conduisent, s'ils tournent la tête, il y a la voiture qui part. Ouais, il y a des gens. Ouais, super. Donc, tu as un réflexe tonique asymétrique du cou. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en lien avec l'apprentissage? Parce qu'en fait, si la maîtresse, notamment en primaire, se promène et qu'elle se déplace, suivant le côté où elle est, il sera capable d'entendre ce qu'elle dit d'un côté et pas de l'autre. Et c'est pas qu'il n'a pas écouté la consigne, hein. C'est qu'il ne l'a pas entendu. Mais c'est pas un problème d'ouïe, hein. Il n'y a pas de problème d'ouïe. C'est vraiment un problème de réflexe. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Il est où le micro? Parce que sinon, attendez. Voilà. Vous intervenez où exactement? Alors, actuellement, je donne mes stages. Donc, je reçois les enfants avec au moins un par an sur Font-Romeu, au-dessus de Perpignan, dans la montagne. Il y en a qui habitent dans les Cévennes, il y a des endroits plus paumés que Font-Romeu. Hein. Plein de gens qui viennent skier à Font-Romeu en hiver. Aujourd'hui, c'est comme ça que je fais. Alors, il faut savoir quand même que le fait de sortir l'enfant de son environnement et qu'il ne revienne pas à la maison tous les soirs, c'est génial. Parce que moi, j'ai quand même quelques petits principes sur l'alimentation et l'utilisation des écrans. Par exemple, quand un enfant vient chez moi, en stage, il est formellement interdit d'utiliser un écran, quel qu'il soit, même le téléphone de maman, pendant 10 jours. Ça, c'est génial. Alors, il se passe plein de trucs. Hein. Vous avez des enfants, ils recommencent à jouer avec leurs parents, ils font des jeux de société. Ça faisait longtemps que papa et maman avaient pu jouer au Monopoly. Alors là, je suis sûre que ça ne vous concerne pas trop parce que vous êtes tous dans cette démarche de pédagogie. J'ai rencontré plein de mamans qui m'ont dit « Non, les écrans chez moi, c'est interdit. Super, génial, continuez. » C'est pas vrai, ça. Vous pouvez regarder le reportage TV Lobotomie, très intéressant. Pédagogie par les écrans. Non, c'est un gros mensonge. Et puis, donc, voilà, pour répondre à votre question, donc actuellement, c'est ça. Maintenant, j'ai prévu de me déménager à Toulouse et je me déplace. Alors, je me déplace pour former des adultes. Je me déplace pas pour faire des stages avec les enfants. C'est les enfants qui viennent à moi. Ça répond à votre question? Ouais, j'ai besoin d'un parent parce qu'en France, c'est pas possible de prendre un enfant en hébergement pendant 10 jours. C'est mission impossible. Il faut tellement d'agréments. J'ai essayé, hein, mais c'est pas possible. Non. Madame, vous aviez une question? Merci. Vous avez parlé de langage. Donc, dans la toute petite enfance, on parle de bas de langage. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que vous mettez en place? Merci. Alors, moi, je suis pas orthophoniste de métier. Donc un enfant qui a des difficultés au niveau langagier, je ne le prends pas en stage.
Je peux le prendre parce qu'il a des confusions de sons à l'écrit, c'est-à-dire à la reproduction, mais s'il a du mal à prononcer, c'est pas mon métier. Donc là, si une famille m'appelle, je le renvoie chez l'orthophoniste. Donc après, les raisons pour lesquelles il a accumulé des lacunes, ben, c'est un peu comme l'étiquette qu'il porte. C'est bien peut-être de trouver, mais ça ne me donne pas vraiment de réponse. Ce que je cherche, c'est des solutions. Ouais, je réponds à votre question. C'est pas mon domaine en fait, donc je peux pas trop répondre par rapport au bas de langage. Je vous en prie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'enfants qui ont, on m'entend bien, Ouais. un manque de confiance en eux. Donc Ouais. je voulais savoir si vous mettiez en place des choses pour améliorer ça. Ouais. Bah en fait, oui. Dis-moi. Je voulais juste aussi faire une remarque parce que vous avez parlé des écrans et c'est vrai que TV Lobotomie c'est beaucoup ciblé sur les écrans de télévision Bah, et toutes les recherches sont ciblées là-dessus il et a- pas sur tous les écrans. il Donc a je trouve 10 ça ans. dommage de généraliser. Ouais, mais il a 10 ans en fait. Le reportage, il a 10 ans. Effectivement, mais Lobotomie. depuis on n'en sait toujours pas plus. Enfin, on sait que sur la télé, c'est clair et net que ça fait des dégâts, surtout sur la tranche d'âge 0-3 ans. Mais après, sur les autres écrans, a priori, voilà. Je voulais juste mettre cette petite nuance. Ok, non, mais moi je respecte tous les points de vue. Hein. J'ai les miens et j'ai mes propres expériences. Je vois pas trop, pour moi, et ça c'est mon point de vue encore une fois, la différence entre une télé et un téléphone ou une tablette. Pour moi, il y en a pas. Mais bon, voilà, mais c'est mon point de vue à moi. Alors par rapport à la concentration, hein, c'est ça, vous m'excusez-moi, du coup j'ai... Le manque de confiance, en soi, pardon. Alors le manque de confiance en soi, en fait, les difficultés d'apprentissage, ça crée un terrain parfait pour dire je suis nul, j'y arrive pas. Et c'est à partir de là que de toute façon le manque de confiance rentre. Alors les raisons, elles peuvent être diverses. Hein. J'ai des enfants qui viennent, ils ont eu un CP catastrophique pour des raisons alors soit familiales, soit de l'école, etc. Et en fait, simplement par rapport aux autres enfants, ils n'y arrivaient pas. Donc déjà, ils se sont mis en retrait. Ils ont dit, ben moi, pourquoi moi, j'y arrive pas et lui, il y arrive. Donc le manque de confiance, il s'installe comme ça, petit à petit. Pendant le stage, on travaille sur la reprise des capacités. Des capacités, le fait d'arriver à réaliser qu'il arrive à faire quelque chose, mais déjà, c'est énorme. Donc il y a dans l'acte lui-même de la séance, on est dans la pédagogie positive. Et c'est la pédagogie positive qui permet de redonner cette confiance en lui. Alors après, vous donner un exemple concret de ce que je fais pendant la séance en rapport avec l'estime de soi. Et ben, par exemple, déjà, c'est le féliciter. C'est que quand il fait une erreur, je ne la fais pas remarquer et je le remercie de me montrer encore une fois que je ne lui ai pas suffisamment bien expliqué. C'est-à-dire que c'est moi qui me positionne en disant ben, c'est moi qui ai mal expliqué, c'est pas toi qui n'as pas compris. C'est inversé, c'est toujours cette histoire de ne pas se positionner en tout savoir. Moi, je suis là pour t'accompagner. On travaille dans de bonnes conditions et je suis vraiment là pour t'aider. J'ai des enfants qui crisent, hein. J'ai des enfants qui craquent. J'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, au bout de c'était quoi, le 3e jour, je crois. Il s'est bloqué, complètement bloqué. J'ai dit ok, pas de problème, tout va bien. Mais c'est pas grave, on verra demain. Puis tu sais quoi, si t'as pas envie de revenir demain, mais c'est ok aussi, pas de pression. Il s'est mis la pression tout seul. Hein. En fait, c'était là, pour le coup, il s'était mis la pression. Hein. Et ben, le lendemain, il est revenu avec une banane jusque-là. Et puis, quand il est reparti, il avait une banane encore plus jusque-là, parce qu'il s'est rendu compte que non seulement là où il s'était trompé la veille et où il n'était pas arrivé, et ben, le lendemain, il est arrivé 2 fois mieux. Donc, bon, voilà. Il y a un temps. Comment les capacités neuronales, elles mettent les synapses et tout, c'est pas comme ça. Hein. Il faut aussi du temps pour mettre les choses en place. Et c'est pour ça que c'est du stage intensif. Parce qu'il faut du temps pour que ça se mette en place. Et l'estime de soi, c'est pareil. Ça se travaille. Mais le fait d'avoir un adulte en face de lui qui lui répète que c'est super, qu'il y arrive, que ce qu'il fait, c'est génial. Et qu'en plus, c'est sincère, parce que moi, je suis hyper sincère. Mais ça crée le terrain. Il reprend confiance en lui. Papa et maman le regardent différemment. Et ça redémarre. Et puis il retourne à l'école, il a des armes, il est mieux, il est plus à l'aise. Et donc du coup, tout se met en place. Et puis, malgré tout, pour revenir sur les réflexes archaïques, histoire d'enfoncer une 2e fois le clou, eh ben, ça travaille aussi beaucoup sur l'estime de soi. Parce que ça fait partie du corps, savoir gérer son corps, ça fait aussi partie du... Je réponds à votre question. Super. Il y a d'autres questions? Ouais, cool, merci. Je crois qu'il faut l'allumer. Voilà. Merci. Est-ce que vous parliez de stage pour les adultes? Qu'est-ce que vous proposez comme stage Vous formez à cette pédagogie-là, c'est ça? Merci, c'est vrai que j'en ai pas parlé.
Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Donc oui, effectivement, mon objectif, comme je disais au départ, c'est que maintenant, je sais que ça fonctionne, que c'est top, que ok, super, mais je ne peux pas le garder pour moi. Donc j'ai décidé de monter une formation pour donner ces éléments à des adultes. Donc cette formation, elle dure 4 jours. Pendant 4 jours, on travaille sur la pédagogie, sur l'écoute bienveillante, sur les éléments concrets, c'est-à-dire que vous partez avec un classeur concret de savoir comment vous allez gérer votre stage, votre séance, etc., avec l'enfant, etc. Et sur les réflexes archaïques. C'est-à-dire que je vous donne les éléments clés qui vont vous servir pendant la séance. Donc on parle des types de jeux que vous pouvez faire, des mouvements que vous pouvez faire, etc., etc., pour gérer votre séance. Et puis, mon objectif, c'est pas de, voilà, comme je vous disais, de vous balancer dans la nature. C'est que de toute façon, une fois que le stage est fini, bah, moi, je suis toujours là. Et puis, je réponds toujours aux questions. Et puis, ça m'arrive même de donner des petits conseils sur un cas particulier, parce que je demande toujours à ce que les gens fassent une anamnèse, en fait, avec les parents pour évaluer un petit peu comment est l'enfant, comprendre un petit peu comment il est avant d'entamer un stage, parce que c'est important. Et puis, voilà, donc vous êtes armés pour faire ces stages-là. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je réponds aux questions. Ouais. Alors, cette formation, elle est ouverte. Alors, les critères, c'est un casier judiciaire vierge. Bah, vous rigolez, mais c'est indispensable. Hein, vous travaillez avec des enfants. Non, mais c'est vrai. Un casier judiciaire vierge, avoir un niveau d'orthographe qui soit décent, parce que si vous-même vous avez des difficultés, on va peut-être d'abord bosser sur votre orthographe avant de vous envoyer donner des cours à des enfants. Bon, ça va vous aider, hein, mais bon, quand même, voilà. Et puis après, surtout, et essentiellement, et surtout, aimer enseigner.